1200 appels atterrissent ici chaque mois. C'est 3 fois plus qu'avant l'explosion. Une centaine de bénévoles se succèdent ici 24 heures sur 24 pour prendre ces appels de personnes désespérées. Et comme le Liban est un petit pays, il n'est pas rare que ce genre de situation se produise. Une autre opératrice va prendre le relais. Toi, tu peux. Le tout sous le regard de Rev Romanos, psychologue. La première chose à faire, c'est s'ils sont ce qu'on appelle imminent risk of suicide, c'est-à-dire s'ils vont se tuer maintenant, s'ils pensent au suicide maintenant. La première chose, c'est de l'éloigner de l'outil qui veut le tuer. Ça, c'est la première chose. Et après, on essaye de l'écouter. Parce que on n'est pas né pour rien. C'est contre-instinctif qu'on se tue. Qu'on se tue, mais c'est beaucoup de douleur. Et quelque part, on ne veut pas se tuer, on veut tuer notre douleur ou la façon dont on vit, on veut échapper d'une situation très malheureuse ou d'un sentiment ou dans beaucoup de cas de douleur psychologique et physique des fois. Donc on travaille sur cette ambivalence. Il y a un côté en toi qui veut se suicider, mais il y a un autre côté qui veut vivre. Et on veut parler avec ce côté qui veut vivre, c'est celui qui nous a appelés. Au Liban, la société civile prend ainsi le relais de l'État. Pour rattacher les plus désespérés à la vie, le recours à la médicamentation est parfois incontournable. Alors que le pays traverse une pénurie de médicaments, des ONG tentent avec les moyens du bord de pallier aux défaillances de leur État. Du haut de sa petite vingtaine d'années, Marine Al-Khawand, étudiante en droit, a métamorphosé ce petit local familial en plateforme pharmaceutique. C'est ici qu'on entrepose les valises qui nous permettent de récupérer les médicaments venus de l'étranger. Chaque valise que vous voyez ici vient d'un pays différent. Nous avons désormais 38 points de collecte à travers le monde. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vivrait à Paris. Il peut y trouver 5 de nos bénévoles qui récupèrent des médicaments d'un peu partout. Des pharmacies, de chez eux, des cliniques, des églises, d'un peu partout. Et après, l'idée, c'est de faire en sorte que ce qui est apporté puisse correspondre à la demande que l'on a ici au Liban, avec l'idée en bout de course de sauver des vies. Aujourd'hui, 1000 patients par mois comptent sur Marina pour pouvoir poursuivre leur traitement. C'est le cas de Rola, 45 ans, employée dans une société privée. Quand j'ai connu Marina, la première chose que je lui ai dite, c'est qu'avant la crise, j'aidais les gens. Et maintenant, me voilà réduite à demander de l'aide. Tout a basculé. On est tous dans la même situation. C'est pour ça que je n'ai pas honte et que j'accepte que vous me filmiez. Et qu'est-ce que Marina représente pour vous? C'est le sauveur, comme on dit en français, vraiment. Les rendez-vous s'enchaînent. Dans le chaos libanais, la force de conviction de Marina force le respect. Elle semble habitée par sa mission. Le Liban est un rêve. Il nous a rendus fous. Chaque fois qu'on a cru atteindre le fond, on s'est rendu compte qu'il en cachait un autre, comme dans un cauchemar, où les trappes se succéderaient jusqu'à nous précipiter dans le vide, à l'infini. Bon, donc... Ce pays qui ronge ses habitants, une source d'inspiration pour Hiyam Yard. Un de ses prochains romans explorera, c'est décidé, la question de la santé mentale au Liban. Donc, je vais écrire un livre qui s'appellera Mes thérapies ratées, à partir de tous les 4 ou 5 expériences que j'ai eues. Et moi, je fais souvent un lien entre psychologie personnelle, individuelle. En fait, l'espace intérieur de l'être humain n'est pas très différent. Et les paradoxes et la complexité de l'âme humaine n'est pas très différente de la complexité d'un tissu social. Et de la manière avec laquelle ce tissu social se met en route collectivement. Et donc comment on fait à un moment donné pour fabriquer une cohérence. Fabriquer une cohérence,
de la cohésion, l'obsession de Hiyem. Moyennant quelques coups de fil, elle qui s'était mise en tête de retrouver l'homme rencontré quelques instants après le désastre, avance dans sa quête. Ça va? Ça va? Je vous présente Mohamed Mer'i Abou Chadi, qui est la première personne avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai pu trouver des mots sur ce que nous vivions à partir d'une bouteille d'eau. Et je veux la payer, il refuse. J'ai dit c'est pas possible. Aïb en arabe, c'est honteux. Il me regarde, il me dit mais quelle honte. C'est le reste qui est honteux, c'est pas la bouteille d'eau. Et pour moi, ça a été un choc, cette phrase qui apparemment est banale, et en fait, elle disait tout. Elle disait, c'est cette dévastation qui est une honte. S'il vous plaît, acceptez cette bouteille d'eau. Et voilà l'acte de solidarité au milieu du désastre. Elle, la Libanaise chrétienne issue d'une famille bourgeoise, unie dans la même douleur avec ce réfugié syrien sunnite. Leur complicité, ils la doivent paradoxalement et cyniquement à l'explosion du port de Beyrouth. La douleur fédère, dira en guise de conclusion l'écrivaine Hiyem Yarad.